Salut à toutes et à tous, bonne année 2026, on est ravis de commencer l'année avec vous. Je suis rejoint par mon camarade Pierre Armand Samama. Comment ça va Pierre Armand? Ma meilleure vœu, plein de bonnes choses pour 2026. Nous, on a commencé cette émission il y a 2 secondes et j'ai déjà des larmes là qui sortent. Parce que Théo m'a sorti une petite allégorie autour de la piscine et des souvenirs de piscine que si tu t'y jettes pas tout de suite, ça, je pense que c'est bien foutu. Surtout si tu t'imagines la galère que tu vas prendre en sortant de la piscine, parce que si tu ne sèches pas le moindre, si tu te laisses un cheveu mouillé, tu choperas une pneumonie pour le restant de l'hiver, ça te flinguera tes fêtes et tout ce qui va avec. Merci Théo pour ce moment, déjà. Euh, Avec grand plaisir pour aller au bout de l'anecdote, je te cache pas que je suis l'un des mecs les plus frileux du monde. Donc moi je me déballonne à chaque fois. Pour moi, par exemple, à la mer, il faut que ça soit la même température qu'à Valence en été, sinon c'est trop froid. Donc je vais pas me baigner en Bretagne, je vais pas me baigner en Vendée. Et ma seule chance de rentrer dans l'eau, c'est effectivement c'est de plonger tête baissée direct. Si j'y vais orteil par orteil, jamais j'y vais. Voilà, je te le cache pas. Pierre Armand, je te dis les choses. On peut se dire les choses aujourd'hui. Mais est-ce que tu es le genre d'escroc qui fait genre tu mets 1 heure pour y aller et une fois que tu rentres, tu te retournes vers ceux qui sont pas encore en disant oh, allez, venez, elle est bonne, putain, vous allez pas faire les chochottes. Non, quand même pas. Je suis plutôt du genre à dire non, mais je viens tout à l'heure, je viens tout à l'heure, et puis après c'est l'heure de rentrer, j'y suis pas allé du tout. Aux grandes dames de mes enfants, c'est plus ça ma vibe de rester sur le bord avec de la lecture. Super cette première intro de l'année, je pense qu'on Elle est part à magnifique. 2000%. Vous êtes déjà captivés en nous écoutant, On a sans déjà aucun perdu doute. 80% de notre auditoire. Allez, on vous dit tout, 100%, on est honnête. On a enregistré cet épisode avant la fin de l'année pour être sûr de pouvoir voilà, vous proposer ce programme. Donc, on va partir sur un exercice extrêmement périlleux, extrêmement casse-gueule, qui est celui des vœux. Donc, on va vous souhaiter des vœux pour cette nouvelle année 2026. On va se souhaiter des vœux aussi, des choses. Euh, Tout d'abord, blague à part et en toute sincérité, vous souhaite la santé pour vous et vos proches parce qu'on sait à quel point c'est important. On vous souhaite bien entendu de la réussite dans vos projets, des matchs de basket gagnés pour vos équipes préférées, des albums extraordinaires de vos artistes préférés, des films sans Christian Clavier, bref, tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Euh, Pierre Armand, on peut commencer peut-être sur le basket. Je vais me lancer. Allez, je vais me lancer. On en Attends, parlait. juste avant, je suis quand même Ouais. fasciné par Théophile Omesser, qui est donc rédacteur en chef d'une publication qui a lieu tous les 3 mois à peu près, ultra respectée, et qui vous dit, cette année, plein de bons albums, plein de bons livres et tout. Pas une fois, il dit plein de MOOC. Voilà. Parce qu'il parce qu'il faut les faire, les MOOCs. C'est pour ça, j'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus. Parce qu'après, il faut les écrire. Donc, achetez plein de MOOCs. Et puis, nous, on essaiera de vous en sortir ceux avec, voilà, en mettant tout ce qu'on peut dedans. Mais pas trop de MOOCs quand même. C'est long à écrire ces petites bêtes. 240 pages à chaque fois, l'air de rien, ça fait du taf. Mais tu Non, sais mais bien, toi. si avec que l'écrire, il faut le mettre en page, il faut l'animer, il faut voilà, c'est un storyboard, un MOOC. Vous imaginez même pas le travail que c'est. Nous, on est là, on nous demande des articles, un certain nombre de signes qu'on défonce à chaque fois, en tout cas pour ma part, que je regarde même plus. Mais le travail qui est derrière, de relecture, de mise en page, d'illustration, enfin, moi, j'ai été halluciné sur le dernier French Touch qui est derrière toi, sur la qualité des images. Et notamment, vous avez mis une photo du homework de Daft Punk. On a l'impression que quand on l'ouvre, que la photo, elle ressort tellement c'est chiadé, le papier est joli, les couleurs sont travaillées. Donc, franchement, c'est pour ça. Jetez-vous à chaque fois sur les MOOC parce qu'au-delà de l'écriture, il y a un travail de direction artistique qui est à nul autre pareil. Parenthèse est faite. Abonnez-vous. Mais écoute, je me permets du coup d'enchaîner, mais c'est vrai qu'on met beaucoup de nous, mais c'est vraiment à chaque fois, à chaque numéro, c'est assez cool finalement de pouvoir l'avoir entre les mains et de pouvoir l'ouvrir, même si on a bossé longtemps dessus et que moi j'ai déjà tout lu, relu, parce que c'est vrai qu'une fois que c'est imprimé, ça prend une autre Ah bah gueule oui. tout de suite. Et la grande chance qu'on a, c'est de travailler avec des gens qui sont aussi sympas que talentueux. Je parle des journalistes, je parle des pigistes, je parle aussi des graphistes avec lesquels on travaille qui mettent énormément d'eux-mêmes dans chaque numéro. Et je pense aussi tout particulièrement à Christian Le Prince qui est notre imprimeur qui nous suit depuis le
tout premier numéro de Rivers. Donc c'est lui qui a supervisé chacun des numéros de Rivers, du premier avec Mustapha Sonko jusqu'au dernier MOOC French Touch, en passant par les lithographies, les livres, etc. Et qui pour nous est une ressource incroyable parce que c'est vraiment c'est celui qui a les mains dans le cambouis pour justement s'assurer que le rendu, une fois imprimé, est aussi réussi que ce qu'on espère. Et voilà, c'est le fruit d'une collaboration à plein de mains. Mais effectivement, hein, ce qu'on peut produire, on est une toute petite équipe et en même temps, il faut qu'on soit suffisamment nombreux concernés pour que ça puisse donner ça. Donc, tu fais bien de le souligner, Pierre. Voilà, je te laisse relancer le sujet du jour. Ouais, d'autant que j'étais hyper centré, hyper focus. Là, tout était. T'as vu, on voit presque pas que je suis en train de lire un prompteur à la virgule près. J'allais te dire, non, la première chose, donc quand on s'est dit qu'on faisait ce numéro sur les vœux, qui est peut-être la plus casse-gueule, effectivement, c'était celle-ci, que 2025, quand même, m'a laissé un goût d'inachevé. Parce que Victor Wembanyama a manqué pas mal de matchs entre la deuxième partie de la saison 2024-2025 et le début de cette saison 2025-2026, durant laquelle il a dû manquer des matchs sur blessure. Et l'une des premières choses que je souhaite vraiment, c'est une année 2026 sans blessure pour Victor Wembanyama, du moins sans blessure qui le tiendrait longtemps écarté des terrains. Parce qu'à chaque fois qu'il revient, à chaque fois qu'on le voit sur le parquet, on se rend compte du phénomène qu'il est en train de devenir. C'est même dur, tu sais, de trouver... Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment à un stade où, de toute façon, on n'est plus dans la comparaison avec d'autres joueurs, tellement c'est un prototype hors norme. Et voilà, que ça soit avec les Spurs, que ça soit et en NBA, que ça soit avec l'équipe de France, donc ce sera pour la Coupe du Monde plutôt 2027. Mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir le voir réaliser son plein potentiel pour qu'on puisse voir ce que ça peut donner, quoi. Victor Wembanyama qui fait des saisons pleines et qui continue de progresser dans la direction dans laquelle il est parti. Tout a changé depuis 2 ans, depuis qu'il est arrivé. J'ai l'impression que, alors, nous, en tant que Français, déjà, en tant que journaliste, bien sûr, parce que c'est enfin, les perspectives qu'il ouvre sont aussi à la hauteur de ce qu'il renvoie comme image. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi charismatique. Voilà, à son âge, et même tout court. Et puis surtout, oui, sportivement parlant, on a envie de voir enfin ce que ça donne. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a pas que nous qui sommes excités. Mais il faut voir les outre-Atlantique. Pourtant, ils sont toujours là à dire les étrangers, les joueurs étrangers, les joueurs européens, attention, ceci, cela, parfois rabat-joie. Mais ils sont comme des gosses, quoi. Ils sont comme des gosses quand ils le voient, ils sont comme des gosses, ils savent qu'il va se passer un truc, c'est formidable. Alors encore une fois, on enregistre cette émission il y a bien avant les fêtes, donc si jamais malheur est arrivé, il s'est fait mal pendant les fêtes, Christmas Game ou quoi que ce soit, bien sûr tout ce qu'on vous raconte là était déjà obsolète, mais oui, on a envie de voir ça, et moi je vais même plus loin, cette saison, j'ai envie de voir une vraie saison NBA. Quand je dis une vraie saison, c'est que moi, elle est gâchée cette année. L'année dernière, le joueur qui nous a fait, passe-moi l'expression, le plus bandé depuis très longtemps, n'est pas là. C'est Tyrese Haliburton. Donc déjà, la saison, elle est un peu gâchée parce qu'on a envie de voir ce qu'allait faire la progression d'Indiana, ce qu'ils allaient faire, bah, c'est foutu. De voir Boston, bah, c'est pas possible. Donc tout est à chaque fois, on repart à zéro. Alors c'est le jeu des blessures et tout, mais j'ai envie d'avoir une vraie saison, sans histoire de transfert et tout. Voilà, à la limite, tu vois, on verrouille, interdit de faire des trades pendant l'année. Terminé cette fois-ci, ces conneries. Ça vous évitera de parler d'Yanis qui va aller jouer au Paris Basketball. Mais voilà, il y a juste une vraie saison qu'on la voit, tu vois, avec les vraies rivalités qui continuent, qui n'y ait pas des gens blessés, qui n'y ait pas toujours à la fin de l'année en disant ouais, mais s'il y avait eu... Non, voilà, je veux une saison sans un si. Voilà, sans what if, sans quoi que ce soit. Ça me ferait kiffer. De voir Victor toute l'année pour voir si c'était un coup de chance, s'il tape OKC une fois, ou que tout le monde soit là, toutes les forces en puissance. Et là, on discute, là, on sait qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur. Parce que regarde, déjà, l'autre jour, il y a la liste, elle est incroyable, la liste de tous les joueurs qui seraient déjà presque hors trophée de fin d'année. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'ils vont revenir là-dessus, parce que pour eux, c'est impossible. Mais tu vois, voilà, moi, je souhaite, alors ce ne sera pas 2026, mais j'espère un exercice 2026-2027 qui sera apaisé pour tout le monde. Tout le monde soit là au départ, parce que c'est trop dommage.
Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir. Alors, on voit par petites pastilles vidéo Tyrese Haliburton qui recommence à dunker. On voit Jason Tatum qui commence à pouvoir refaire un petit peu de 1 contre 1. Euh, Vraiment, je souhaite pour le coup, pour eux, je souhaite qu'ils reviennent pas trop tôt. Qu'ils se forcent pas à revenir cette saison s'ils sont pas vraiment à 200% Bien sûr. remis, qu'ils prennent le temps. Mais oui, oui, comme toi, j'ai hâte en tout cas de les retrouver sur le terrain. Je te cache pas que je suis surpris et content de voir ce que Boston fait cette saison. Je pense que c'est vrai, j'avais vraiment peur que ce soit une saison casse-gueule où il pourrait se retrouver dans une situation où il serait plutôt à essayer de tanker finalement si ça commençait mal. Je suis ravi notamment pour Jalen Brown, tu sais, qui a toujours ce syndrome un petit peu du mal-aimé de la fratrie, quoi. T'as l'impression qu'il a l'impression que c'est jamais, comment dire, apprécié à sa juste valeur. Et cette année, le succès de Boston commence avec lui, hein. Vraiment, il est dans l'intensité, dans l'engagement, il est toujours aussi focus. Donc, ouais, j'ai hâte de retrouver Jason Tatum, on a hâte de retrouver Tyrese Haliburton, même Kyrie Irving du côté de Dallas. Pour Cooper Flag, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner en côte à côte. Donne Tout envie, ça, ça. bien sûr, on a envie de les retrouver. Ouais. Mais surtout, moi, le risque, c'est Boston, parce que vu comme il démarre, là, ça peut arriver en play-in, voire en début de play-off, et que Tatum, il se chauffe, quoi, tu vois, il a Mm. envie de le faire. Tandis qu'Indiana, Dallas, a priori, c'est mort. Donc, je pense que ça va permettre à tout le monde de prendre le temps de réfléchir, de ne pas se précipiter. Voilà. Parce que c'est vrai que les joueurs récemment, on a toujours dit, rappelle-toi, moi j'avais toujours entendu ça, que la tendon d'Achille, c'est la pire en Mm. matière pour le basketteur. C'est-à-dire qu'on n'en revient jamais vraiment. Sauf que quand on voit les joueurs qui en ont souffert récemment, enfin, les mecs sont là, quoi. Tu vois, KD, tu vois. Finalement, moi, je pensais que c'est des joueurs qui ne reviendraient jamais. Et finalement, les joueurs sont revenus à des bons niveaux pour certains. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à espérer qu'ils reviennent vite, alors qu'il faut prendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Non, mais t'as raison, c'est vrai aussi que par le passé, c'était souvent une blessure de vieux, entre guillemets. C'était On peut-être se mal rappelle de soigné aussi. Kobe, voilà, tout à la fin. Donc, Asia Thomas, Dominic Wilkins. exactement, là, c'est des athlètes. Alors, certes, c'est inquiétant de voir qu'il y a cette recrudescence de blessures sur des athlètes bien plus jeunes, mais ils ont aussi plus de capacité à pouvoir s'en remettre, je pense. Il leur reste plus d'années devant eux. Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur le fait que Tyrese Haliburton et Jason Tatum puissent revenir sans être trop impactés, finalement, du moins, je l'espère. Je pense que la science aussi a avancé de ce côté-là, la médecine et la récupération. Et ils étaient, voilà, c'est 2 joueurs qui étaient peut-être quoi dans le début de leur prime, hein. Je pense qu'on n'avait même pas potentiellement vu le meilleur d'eux à ce jour. Et je pense que c'est pas dit qu'on ait vu le meilleur d'eux. Je pense que Jason Tatum, moi, enfin, Tyrese Haliburton, je pense qu'il lui restait encore effectivement une belle marge. Jason Tatum, je pense qu'on n'avait pas forcément vu le meilleur encore. Et on peut espérer vraiment les retrouver tous les deux en pleine possession de leurs moyens. Je suis d'accord. Tu parlais de rivalité, c'est marrant parce que c'est aussi un de mes vœux pour 2026. Et celui-là, je pense que on est peut-être bien parti. C'était la fin des amitiés AAU, des mecs qui se tapent, qui se prennent dans les bras, qui se tapent dans le dos, qui rêvent de jouer ensemble plus que de jouer les uns contre les autres. Parce que moi, j'ai une belle lueur d'espoir et elle vient des big men. Parce que quand je vois les confrontations Nikola Jokic, Alperen Sengun ou Chet Holmgren contre Victor Wembanyama, je retrouve un petit peu de cette saveur, tu sais, qu'on a connue. Alors, je dis pas que ça a totalement disparu, mais qui est quand même moins présente que dans les années 90, notamment, même voire au début des années 2000, où tu sens que les gars ont envie d'en découdre, qu'il y a un match dans le match et que même un match de saison régulière est pas tout à fait anodin. Et c'est assez marrant de voir que si tu prends ces 4 joueurs-là, finalement, il y a que Chet qui est passé par le circuit américain, donc les autres, il n'y a pas eu le côté on a grandi ensemble. À la rigueur, s'ils se sont croisés, c'est qu'ils étaient adversaires en équipe de jeunes, en équipe nationale ou ce genre de choses. Et ça, je trouve que ça redonne quand même du piment à pas mal de choses. Mais t'as tout dit. T'as dit le mot magique, t'as dit équipe nationale. C'est des gens qui veulent se taper à des euros, à des Coupes du Monde, et c'est des mecs qui veulent se taper à des euros, quoi. C'est tout simplement. Sengun, il veut taper les Serbes, et Victor, il veut taper les Canaries. C'est tout. C'est aussi, pour moi, ces Mm. rivalités, elles viennent de là, c'est qu'ils veulent montrer que il n'y a pas moyen qu'on leur marche sur la gueule et à ce niveau-là, et qu'au niveau international, c'est encore mieux, hein. Je pense que ça vient de là, parce que les Américains, ils se rencontrent dans les trucs des AU, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas d'histoire de jeunes où
comme des mecs comme Victor qui se frappent des jeunes, des Espagnols, des Serbes, des Lettons, depuis des années, et qui ont ces rivalités qui montent et qui ont envie de se taper des équipes nationales, comme ça avait été le cas avec. On ne pouvait pas blairer aucun joueur espagnol, et je pense que on avait envie à chaque fois que Rudy monte sur Pau Gasol, même s'il n'avait pas le même âge pour ça. Mais ouais, je pense que les rivalités nationales, en effet, jouent un grand rôle là-dessus, parce que il y aura pas de rivalité DeAndre Ayton, tu vois, sur Hartenstein, par exemple. Mm. Tu vois. Je pense que c'est ce truc-là. Et les derniers Jeux Olympiques ont mis tellement les boules à certains et l'envie d'en découdre à d'autres. En plus, ça va se passer aux États-Unis. Je pense que ça va être la guerre, ces Olympiades prochaines. Je pense que le tournoi de basket sera vraiment le plus beau truc à regarder de tous les jeux. C'est fort possible, et c'est vrai qu'au moment où on enregistre, là, on sort d'une semaine où il y a eu 2 confrontations qui étaient vraiment exceptionnelles. C'était le Spurs OKC en demi-finale de la NBA Cup, et il y a eu aussi un peu plus tôt dans la semaine un Rockets Nuggets dans lesquels justement tous ces big men se sont rendus coup pour coup. Il y a eu des séquences, tu sais, que j'avais le sentiment de plus avoir vu depuis longtemps, où t'as un joueur qui marque sur l'autre lui répond tout de suite et ça repart de l'autre côté, ces espèces de ping-pong dont on se souvient assez bien, tu vois, parfois même avec des isolations, ou même... Alors, c'est marrant de dire ça pour un sport collectif où parfois tu as le sentiment que le duel individuel prend le pas un petit peu sur ce qui est en train de passer, ce qui est en train de se passer, et où les joueurs disent ouais, poussez-vous, donnez-moi le ballon, poussez-vous, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Et ça, c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est aussi, en tant que fan, ce qui fait qu'on aime les sports, en fait. On a envie de ces confrontations de haut niveau, on a envie de sentir que c'est pas juste un match de plus sur le calendrier pour les professionnels qu'on regarde à la télé, qui a un côté un peu... Vraiment, celui dans lequel nous on peut se retrouver. Tu vas jouer à ton créneau du vendredi, ton pote Kevin, il t'en a marre là, parce que ça fait 3 semaines de suite qu'il te crosse, ou que t'arrives pas à le stopper. Tu dis ah, ce soir je vais lui montrer à Kevin de quel bois je me chauffe. Donc voilà, moi forcément ça me fait toujours un peu plus vibrer quand c'est comme ça. Mais il y a toujours eu ça, de toute façon, mais là il y a cette envie de dominer et d'écrabouiller, ça c'est clair. Mais par contre, une finale de Big Men, on en a plus depuis combien de temps? Je sais pas moi, de C'est vrai. 94 presque. Ouais. Moi, dans ma tête, où les 2 têtes de gondole sont des big men. Je sais pas si tu te rappelles, je vous avais montré dans une relique le t-shirt où il y avait Olajuwon d'un côté et Wing de l'autre. Je n'ai pas de souvenir d'avoir une finale depuis où les 2 stars sont... Enfin, c'est un duel de big men, quoi. Oui, parce que même 99, Ewing est blessé, donc finalement, on n'a pas Ewing face à Duncan et Robinson. 2004 à la rigueur, mais c'est tellement particulier, tu sais, Ben Wallace, Shaquille O'Neal, t'as 2 All-Star big men, mais c'est vrai que du côté des Pistons... Voilà, c'est pas la star des Pistons. Exactement, même si c'est l'emblème, c'est pas le... On n'allait pas donner des ballons à Ben Wallace pour qu'il joue des 1 contre 1 face à Shaq, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même. C'est vrai que je m'étais pas posé la question comme ça. Est-ce que j'essaie de voir si on rate une finale. Ostertag, Wellington. C'est ça. Greg Ostertag, la légende. La légende, c'était... Honteusement, nous, c'était l'insulte suprême quand on jouait sur les terrains. Quelqu'un ratait un tir lamentablement, c'était la référence ultime, quoi. Greg Ostertag. Surtout Greg Ostertag, moi je vais être très honnête, je l'ai vu jouer 12 fois dans ma vie, c'est-à-dire les 2 finales du temps. J'avais jamais vu un match de lui après. Tu regardes pas ses highlights? Est-ce que tu penses que si tu fouilles le dark web, tu tombes sur des vidéos de highlights de Greg Ostertag? Ouais, mais sur YouTube, la pub dure plus longtemps que la séquence. C'est ça, exactement. Allez, dans le même ordre d'idée un petit peu, alors ce que j'espère, ça sera pas je sais bien que ce sera pas pour 2026, mais j'aimerais bien que le CBA change. Tu sais, ce fameux accord qui règle, qui encadre comment dire, le fonctionnement des équipes NBA. Parce qu'en fait, je trouve ça un petit peu absurde, ces règles qui font que finalement des clubs, des franchises qui ont drafté des jeunes, savent qu'elles ne vont pas pouvoir forcément les garder sur le long terme, surtout s'ils sont trop forts. Par exemple, je prends l'exemple de Jalen Williams, on en avait parlé, que finalement, il a pas eu l'opportunité de...
il a potentiellement perdu de l'argent sur sa dernière prolongation de contrat parce que finalement, il avait été trop fort trop tôt. Je m'explique. Si au moment de renégocier son contrat, il avait été dans l'un des 2 meilleurs 5 NBA ou quelque chose comme ça, il pouvait prolonger pour beaucoup plus d'argent que ce qui lui aurait été permis, que ce qui lui a été permis. Oui, c'est ça, exactement. Et on sait que finalement, on se retrouve dans des situations où des équipes même peuvent espérer que leur joueur va pas être défenseur de l'année ou qu'il va pas être justement dans l'un des meilleurs 5 All-NBA. Et ça, je trouve ça un petit peu absurde en fait, quand tu es une franchise, d'être coincé dans cette situation où tu as envie que tes joueurs soient bons mais pas trop bons parce que sinon tu sais que ça va leur donner droit à des prolongations de contrat majorées, ça ce qui est normal, mais que du coup tu vas devoir faire des choix. Je pense qu'il devrait y avoir quand même une modification là-dessus qui te permette, tu vois, je sais pas si effectivement un joueur tape une All-NBA Team ou est défenseur de l'année ou je sais pas, rookie de l'année ou MIP, un truc comme ça. Bien sûr que ça lui permet de gagner plus d'argent, mais que cette somme d'argent soit pas forcément comptabilisée dans ton cap de la même manière que c'est le cas aujourd'hui. Parce que moi j'aime bien quand même le fait que, enfin, on parle des rivalités, mais pour que les rivalités fonctionnent, il faut que les joueurs restent suffisamment longtemps dans une même équipe pour que les choses se passent. Et je pense que là, il y a un ajustement à faire du côté du règlement NBA. Je suis d'accord sur le principe que tu donnes. Pour te trouver une solution sur les contrats NBA et sur le cap, j'invoque mon droit au silence et au quatrième amendement, à l'amendement Pimel, qui fait que je laisse la parole à des gens beaucoup plus compétents que moi là-dessus, parce que c'est vrai que je suis toujours admiratif quand j'écoute Antoine qui arrive à articuler dès le mois de septembre ce qui pourrait se passer au mois de mars par rapport au cap des uns, au cap des autres, à la taxe des uns, à la taxe des autres, au restricted, unrestricted. Ça, c'est pour moi, je l'ai compris comment ça marchait, mais c'est vraiment, j'arrive pas à avoir une vision là-dessus. Donc, par contre, sur le principe de ce que tu dis, je le comprends parfaitement parce que tu as envie d'avoir les meilleurs, tu veux qu'ils soient performants tout de suite, mais en même temps, s'ils le sont, tu prends un risque de pénaliser ta franchise pendant un certain temps. Je sais pas. À voir si par contre la jurisprudence LeBron va pas faire des émules, c'est-à-dire de dire stop, les contrats, les derniers contrats de genre merci pour tout, on te file une blinde et finalement bah, ça nous pénalise sur certains points. Au point qu'on en est presque à se demander si on va pas sacrifier Austin Reeves d'ici là. Bon, on tombe dans des considérations qui sont un petit peu absurdes parce que ton équipe elle fonctionne, mais malgré tout t'es à deux doigts de la faire éclater parce que voilà. Bon. Et puis il faut dire ce qui est. Il y a aujourd'hui, je pense, de par les droits télé, de par les joueurs eux-mêmes et le storytelling que veulent avoir les franchises, il y a une impatience dans la ligue qui est à nul autre pareil. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit tout de suite. Si c'est pas maintenant, on fait tout péter. Voilà. Et on se rend compte finalement que les équipes qui tranquillement mettent le truc là, ah tiens, pause. Je vais prendre mes 2 heures de pause pour aller déjeuner. Je reviens, machin et tout. Et tu te retrouves avec des équipes qui, 4 ans plus tard, bah, sont 25-2 et roule sur tout le monde, quoi. Parce que c'est bien pensé, c'est intelligemment fait. Bon, il y a des gros contrats OKC, hein, mais en tout cas, c'est malin. C'est bien foutu, mais pour être malin, il faut être patient. Et ça, c'est pas la vertu principale d'un GM en général. On l'a vu encore l'année dernière, mais ça l'a jamais été. Mais c'est vrai que pour garder cette singularité qui fait le basket américain ou le sport américain en général, avec le système de la draft, de ces contrats où on peut pas, des trades où on peut pas acheter n'importe qui, n'importe comment, pour éviter de tomber dans ce qui se passe au foot, par exemple, et d'avoir des équipes qui ont tout le monde. Bon, il faut peut-être passer par là. Mais c'est vrai que on touche là, je suis d'accord avec toi, un petit peu le plafond et ça en devient. Enfin voilà, serpent qui se mord la queue presque, on y est là. Ouais, parce que j'insiste, je parle vraiment des cas où une franchise a drafté un joueur, donc déjà ils l'ont identifié comme ayant possédant un vrai potentiel, ils lui ont permis de développer ce potentiel. Je trouve ça un petit peu absurde que derrière ils se retrouvent sanctionnés d'une certaine manière parce qu'ils font du trop beau travail. Et bien sûr, je pense à OKC en premier lieu. À voir, je sais pas trop. Il y a aussi, tu sais que le prochain CBA va être intéressant parce que ce qui nous avait sauté aux yeux nous au moment du précédent et qui, je pense,
je pense que, enfin, du moins, j'ai l'impression qu'une partie des joueurs s'en étaient pas rendu compte. C'est qu'un petit peu à l'image de la société, il est fait pour que le fossé se creuse, en fait. Et que tu aies les super max d'un côté et des contrats minimum ou très bas de l'autre. Et il y a une espèce de fracture. Alors là, Bien on sûr. parle de millionnaires. Donc enfin, je comprends hein, que ma comparaison soit peut-être un petit peu exagérée. Dans tous les cas, tous ces joueurs gagnent très bien leur vie. Mais l'air de rien, il y a quand même un vrai fossé maintenant entre l'élite, quelque part, et puis les cols bleus de la ligue. Et je me demande dans quelle mesure, au prochain CBA, la grogne va pas monter un petit peu pour qu'il y ait un réajustement par rapport à tout ça. Je suis d'accord. Tu dis, là, la NBA Cup, des joueurs d'Enix, ils étaient bien contents d'avoir pris les 500 000. Hein. Mm. Je pense que Gershon était bien content d'avoir pris les 500 000 euros. Alors, peut-être pas Jalen Brunson, mais tu vois, il y en a, ça leur fait du bien. Ceux qui sont au bout du banc, ils crachent pas dessus. Hein. Alors, c'est sûr qu'après, il y a les Supermax, il y a les Doncic, les Kyrie qui Mm. arrivent et qui offrent une voiturette de golf à toute l'équipe. Bon, ça, dans quelle mesure ils ont lâché une thune ou c'est une opération commerciale, ça, c'est à voir. J'aimerais bien savoir ces trucs-là. Si Doncic, il a vraiment payé des vélos ou si c'est l'entreprise de vélos qui a dit 30 vélos pour les Lakers, mais vous nous marquez, vous nous taguez là-dessus. Ouais, bah, c'est bon, on va faire ça. Bonne question, ça. Alors, on J'aimerais bien sait que savoir. souvent, voilà, certains, parmi ce type de stars, effectivement, sont coutumiers du fait d'offrir une montre ou des choses comme ça après une grosse saison où ils sont MVP ou ce genre de choses, ça se fait. Mais c'est une bonne question là pour les petites les voitures de. J'ai pas compris hein, le délire des voitures de golf là. D'ailleurs, je t'avoue que j'ai vu passer ça en coup de vent et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Ouais, je trouve ça un peu teubé. Moi, je souhaiterais une biographie non autorisée sur Chris Paul. Les langues commencent à se délier et ça me régale. C'est marrant parce que j'allais y aller sur Chris Paul et moi je t'avoue que je lui souhaite quand même de finir en 2026 dans une équipe qui ait du sens. Alors je veux pas dire forcément qu'il soit championne. Mais moi, ça me fait. Alors, je sais que c'est pas ton pote, Oui, mais t'as mais compris, moi, j'ai pas de oui, problème. Mais non, non, mais je sais bien. Mais là, je trouve que ça fait un peu mal au cœur quand même les trucs qui sont sortis en fin d'année sur les coulisses de sa fête d'Halloween où personne n'est venu. on T'as se l'est dit l'impression l'autre d'être jour. dans un épisode de Tom Tom et Nana, quoi. On s'est Je l'avais pas vu venir celle-là. Paul et Nana. Mais c'est ce que tu disais l'autre jour. Tu disais, mine de rien, à chaque fois, il est parti. On a dit, il a ramené des résultats partout, mais est-ce qu'il a vraiment laissé des bons souvenirs? Et j'ai envie de savoir un petit peu quels sont ses éventuels mauvais souvenirs. Mais là, bon, là, aux Clippers, ils lavent leur linge sale, c'est pas très très joli. Mais après, il y a les anecdotes selon lesquelles ça posait problème parce qu'à chaque fois, il tapait tous les jours l'équipe A à l'entraînement, alors que lui, il était dans l'équipe des remplaçants parce qu'il motivait tellement ses gars que qui tapait l'équipe 1 à chaque fois. Ça m'intéresse de savoir ces trucs-là parce que c'est des malades de compétition. Pour arriver à son âge dans un club et à chaque fois qu'il arrive, les résultats augmentent. Moi, je veux savoir ça. Comment il fait? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il insuffle? Qu'est-ce qu'il se dit? Alors après, tu arrives dans une équipe moribonde avec des joueurs qui n'ont pas envie qu'on leur dise à leur âge de comment il faut fonctionner, les Kawhi, les James Harden, les machins, les bidules. Voilà, j'aimerais bien que celui qui aime bien raconter, monsieur Nicolas Batum, nous raconte tout ça, nous dise ce qui s'est vraiment passé avec Chris Paul, s'il était vraiment à ce point-là. Qu'est-ce qui a changé entre le Chris Paul qui était encore aux Spurs l'an dernier, où tout le monde disait plutôt du bien de lui, et le Chris Paul qui est retourné à Los Angeles? Je n'imagine pas dire c'est mon équipe, fermez vos gueules. Mais... J'imagine dire fermez vos gueules, mais pas c'est mon équipe. Oh, que si, quoique, les deux, allez, vas-y. Là, en tout cas, Nicolas Batum, ce qui est clair, c'est que on espère qu'il racontera cette saison 2025-2026 à quelqu'un. Alors que ce soit à nous, on sera ravis. Si c'est aux copains de Force Team, on sera très content aussi. Mais là, Bourbier. j'espère qu'il va balancer vraiment le bourbier que c'était. Parce que Bourbier. là, on veut trop savoir, quoi. J'ai limite de la peine pour lui. J'avais de la peine quand il était Ouais. à... J'étais content en disant ouais, c'était cool, Philly, mais bon, Philly, c'est un peu triste et tout. Finalement, je me dis, mais il aurait mieux fait de rester à Philly. Ouais. Mais tu me tends la perche parce que quelqu'un qui aurait peut-être mieux fait de rester à Philly aussi, c'est Gershon Yabusele. Et pour lui aussi en 2026, Ouais, je lui souhaite un changement de décor parce que là, c'est après enfin, quand tu repars des Jeux Olympiques, sa campagne incroyable, le dunk sur LeBron, sa cote qui remonte en flèche, le fait qu'il retrouve un contrat en NBA à Philly où il fait une super saison, super là, saison. c'est vraiment, enfin, j'avais pas vu venir du tout ce scénario-là avec New York. Et ouais,
Moi, je trouve ça triste. J'espère qu'il, ouais, vraiment, j'espère pour lui qu'il va trouver une autre destination et qu'il pourra rejouer, se remettre en avant sur la fin d'année, enfin, sur ce début d'année 2026, fin de saison 2025-2026 et rebondir ensuite autre part. Ah oui, on va pas se gâcher un talent comme Gershon, c'est pas possible. Alors, c'est les Knicks, c'est le cimetière des joueurs français, hein. On dirait qu'il y a une Oui, c'est vrai. malédiction. Bon, alors, je garde toute proportion gardée parce que Evan Fournier, il fait une super saison quand il bat le record de John Starks. Après, il se fait, Mm, pour une raison qu'on comprend pas, avaler dans le système Thibodeau et dégagé. Mais Frank Ntilikina, Joachim Noah, enfin, après, je comprends le concept qu'on ne peut pas refuser les Knicks. À ce niveau-là, mm, on te dit soit tu re-signes à Philly, soit tu vas à New York. Je comprends que tu ne puisses pas refuser New York. Surtout en te disant New York, ça a l'air de tourner, ils s'entendent bien. La bande de Bridges, les gars de Villanova, plus, petite parenthèse, l'olive passée par Josh Hart à Jalen Brunson en pleine remise des trophées de la NBA Cup et Jalen Brunson qui se retourne sur Josh Hart les bras ballants parce qu'il sait très bien que tout le monde l'a... En mm. fait, il se retourne parce qu'il sait que la caméra l'a vu et que tout le monde l'a vu. Et l'autre qui fait genre, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Grandiose. Mais Gershon, ouais. Et tu sais, il y a eu tous les visuels qui ont été faits sur la NBA Cup, sur le fait que les Knicks soient champions. Et quand je vois, tu sais, en bas, tu as le 5 majeur et en haut, tu as le banc, en fait, tu as les Ouais. autres. Et voir Gershon en haut, ça me fait mal au cœur. Franchement, Mm. je me dis qu'il a largement la place d'être dans un 5 NBA. Qui plus est celui-là, en plus, parce qu'il mettrait du peps et tout. Et il va finir par perdre confiance. Et qu'est-ce qui va se passer? On va encore. Bon, tant mieux pour l'Europe, hein, mais merde, quoi. Mais qu'on me Ouais, dise pas que Gershon, il a pas les épaules pour jouer en NBA. C'est pas possible qu'on me dise pas ça. non, ce qui est très dur à comprendre, et je fais le parallèle avec ce dont tu parlais au sujet d'Evan Fournier, c'est que New York, quand ils le signent, ils connaissent le joueur en fait. Tu sais pourquoi tu le fais venir, de la même Bien manière sûr. qu'ils savaient qui était Evan Fournier au moment où ils le font venir. Tu vois, c'est pas comme s'il avait été, je sais pas, pris dans un trade où il était le sidekick du trade, et tu dis bon bah voilà, de toute façon ça matche pas vraiment, il se retrouve là, mais c'est un peu le hasard qui fait qu'il est là. Là, il a signé en tant que free agent, comme l'avait fait Evan Fournier. C'est assez incompréhensible. Bon, pour le coup, New York, ça marche. Donc, en fait, je blâme même pas New York. Mais S'ils c'est ont trouvé une ça. carburation qui fonctionne, très bien pour New York. J'espère simplement que voilà, un accord sera trouvé pour qu'il puisse jouer au basket. Parce que c'est tout ce que disait Evan Fournier à son retour en Europe. C'est Antoine qui a fait un très beau portrait d'Evan Fournier dans notre MOOC pardon, French Touch, dans lequel justement il parle de son retour en Grèce. Et il y a ces phrases d'Evan qui dit ouais, mais moi j'avais envie de jouer au basket, quoi. Je voulais connaître des ambiances fortes, des moments de vie intenses. Je suis un compétiteur et on sait que Gershon, il est de cette fibre-là. Donc j'espère vraiment qu'il va trouver quelque chose. Non, mais il revit Evan, en fait. Ouais. Evan, il se retrouve déjà dans une ambiance qui est complètement folle et je pense il a fait le meilleur choix possible. Mais il en est pas au stade de sa carrière. Enfin, quand il quitte New York, il en est pas au stade de la carrière de Gershon. C'est-à-dire qu'il est déjà plus âgé, il a déjà connu un certain nombre de choses. Et puis, il revient et c'est limite une nouvelle chance pour lui qui l'amène vers une fin de carrière par la suite. Gershon, il a l'avenir devant lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme chaque année à New York, c'est-à-dire qu'ils vont arriver début de playoff, il y en a un qui va se péter, c'est lui qu'on va lancer, genre au feu, genre allez, vas-y maintenant, montre-nous, Mm. puisque apparemment tu veux jouer au basket, tu vois. Merde, ça me fait chier, parce que voilà, tu vois, l'autre jour, je le vois, à la fin quand c'est la fin du truc, il est content, mais en même temps, ça, va, il est gâché, quoi. Mm. C'est pas marrant, quoi. Ouais, non, c'est raide pour c'est raide pour Gershon. C'est raide pour plusieurs Français hein, quand même cette année. Tout n'est pas simple. Après, c'est normal, on envoie tellement de joueurs en NBA que on peut Hum. pas former que des stars et des superstars. Mais ouais, c'est pas forcément simple. Euh, En tout cas, allez, là, bravo à c'est. eux, parce Ouais, que, juste termine, bravo à eux, bien parce sûr. que leur comportement à tous est exemplaire. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, il n'y a personne qui se plaint, il n'y a personne qui râle, il n'y a personne qui... Tout le monde est là, fait le job. Quand il rentre, il donne le maximum. Donc voilà, je trouve que ça rayonne quand même plutôt pas mal. Et ça m'emmerde pour Gershon, parce qu'en effet, je pense que c'est un animal qui est capable de tellement apporter à une équipe et qui n'est pas forcément un joueur à développer, contrairement Mm. à Zachary Zaché, à tous les jeunes qui sont arrivés l'année dernière et qui sont encore en développement. Là, tu as un joueur, il est NBA ready, quoi.
C'est con, quoi, de se priver d'un joueur comme ça. C'est ça, c'est ce qui est dommage. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Euh, Écoute, j'avais. Alors là, c'est pas tant un vœu, en fait, c'est une phrase que m'a envoyé, une photo même que m'a envoyé mon pote Manu, l'un de mes meilleurs potes, qui a trouvé cette photo, enfin, qui a pris cette photo d'une inscription marquée à l'arrière d'un van. Je te la lis, je te la livre et tu me donneras ton sentiment. Tout simplement, il y a marqué: Avant de s'intéresser à l'intelligence artificielle, il faudrait peut-être régler le problème de la connerie humaine. Est-ce que tu penses qu'on peut souhaiter ça pour 2026? Parce on nous accuse bien souvent de bien-pensance et d'autres termes de ce genre-là. Je t'avoue que l'intelligence artificielle, il y a c'est quelque chose qui m'inquiète, en tout cas dans une bonne mesure. Et c'est vrai que se poser la question d'essayer de régler le problème de la connerie humaine, ça semble impossible, bien sûr, impensable, puisque déjà on est toujours le con d'un autre. Mais la fin d'année a pas été quand même que réjouissante, on va pas se mentir. Théo, on compte pas aller aux États-Unis bientôt. C'est pas Non, je prévu. crois ils comptent pas nous accueillir. Non, Je mais crois déjà, c'est pas prévu. Toi, non. t'avais pas prévu. Bon, moi non plus. Non, Donc, je non. peux le dire. Cette bande de sous-abrutis, voilà, Trump, Vance, machin, j'ai dit, vous fouinez dans mon téléphone, il n'y a pas de problème. Je comptais pas y aller. De toute façon, je vais pas payer une thune votre Resta 2 fois plus cher pour aller dans ce pays de cinglé, là. Alors, tout le monde n'est pas cinglé, mais j'ai Bien sûr. partagé, là, Time Magazine a mis sur Instagram 5 minutes de l'année 2025 de Trump. C'est, j'en avais oublié la moitié, c'est un grand 8, c'est-à-dire t'as envie de vomir tout le temps, et quand tu te dis, mais ça y est, ça se termine jamais, c'est un film d'horreur qui se termine jamais, en fait. Et on part avec le Doge. J'avais oublié, moi, déjà, le bras tendu d'Elon Musk, de le voir avec sa tronçonneuse. Mais j'avais zappé ça, il y a même pas un an. Mm. Donc ça, j'avais oublié. Le Gulf of America, son tableau avec l'augmentation des trucs, l'humiliation de Zelensky. On n'est qu'en février. Et ça continue derrière et machin pour en arriver à l'assassinat de ce pauvre Rob Reiner, là, euh, Ouais. un grand réalisateur et un intellectuel. Et là, ce qu'il a pu dire cette semaine sur limite, de toute façon, tant mieux débarrasser d'un type qu'il n'aimait pas, alors qu'on va en prison si on dit la même chose de Charlie Kirk. Bon, ça, c'est plus possible. Donc, pour moi, cette connerie humaine, elle est là. Mais si en plus, ces gens-là qui ne réfléchissent pas, on laisse quelqu'un réfléchir à leur place, une machine, bon, mais là, on y va tout droit. Cette fameuse phrase qui disait essayez pas d'être quelqu'un d'autre, c'est déjà pris. C'est déjà pris. Donc, soyez vous-même, les autres, c'est déjà pris. Voilà. Mais déjà, les gens ne veulent plus être eux-mêmes, ils veulent être quelque chose d'autre et laissent une machine décider pour eux. Donc, c'est terrifiant. Je suis d'accord. C'est terrifiant parce que les gens ne se rendent même plus compte de leur propre connerie. Ils vont dire, mais c'est pas moi, c'est la machine. Et on a encore l'an prochain, attention, le début de la campagne présidentielle chez nous, ça va être quelque chose, hein. Déjà, les municipales, à Paris, bon courage pour ceux qui sont. Bon, à Marseille, ça va être une bonne bataille, mais le niveau qui va arriver pour les présidentielles, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais ça va être terrible. Ouais, c'est ça. Pour résumer, en gros, je pense que le vœu que je formulerai après au vu de cette phrase et de ce que tu viens de dire, Pierre Armand, c'est je vous souhaite et je nous souhaite beaucoup de patience et de force parce que, effectivement, cette année 2025 a été particulièrement éprouvante. Celle qui s'annonce risque pas d'être forcément plus reposante. Du tout. Donc voilà, j'en profite aussi pour ajouter que c'est, même si, tu vois, avec quelque chose dont j'ai pris conscience depuis qu'on fait les podcasts et qu'on a pu réanimer un petit peu le lien direct avec la communauté. Alors, tous les gens ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on pense, il n'y a absolument aucun souci. Mais je trouve que parfois, c'est rassurant aussi de voir qu'on peut être sur la même longueur d'onde avec d'autres personnes et qu'on n'est pas les seuls parfois à se sentir désespérés et démunis. Moi, c'est vraiment cet aspect-là, finalement, que je trouve le plus éprouvant parfois. Tu sais, le sentiment d'avoir les mains liées, de ne pas pouvoir faire grand-chose finalement, de subir un petit peu ça, même si on a des moyens, que ça soit par le vote, hein, ça commence comme ça dans nos démocraties, et aussi par l'action humaine, que ça soit à l'échelle 1, simplement avec son voisin, avec sa voisine du dessus, j'en sais rien, avec une association à disposition, enfin à disposition, proche de chez vous. On a quand même des moyens, voilà, des petits moyens, mais mis bout à bout, en fait, ça peut faire beaucoup, mais parfois on perd de vue le fait que finalement on n'est pas seul, en fait, à voir les choses comme ça.
Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de courage à avoir, mais il y a aussi quand même, je garde quand même encore un petit peu d'espoir, notamment, ça reste toujours mon truc, c'est tu sais, je suis perpétuellement déçu par l'humanité, mais je garde confiance dans l'humain à l'échelle 1, en fait. Tu vois, vraiment à l'échelle de l'individu. J'ai le sentiment que dans la plupart des cas, si tu peux discuter avec une personne, tu peux avoir une conversation plus ou moins sensée. Donc voilà, j'espère simplement que 2026 me donnera pas tort là-dessus, mais... Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se parler. Il faut prendre le temps de comprendre ce qu'on est en train de faire, de comprendre ce que fait l'autre, de mettre en perspective. Les gens, ils font plus ça. Ils prennent plus le temps. Ils ont plus envie. Moi, j'ai vu, là, j'étais halluciné. Alors, quand il y a eu la conférence de presse suite à la NBA Cup, je reviens là-dessus, où on voit Victor Wembanyama en larmes. Tu vois les commentaires, les mecs qui disent soft, machin, mais prends le temps, lis ce qui a marqué au-dessus. Et après, tu diras pas soft, tu n'as juste pas lu, tu n'as pas regardé. Mais par contre, tu as pris le temps là, de mettre ton gif à la con ou de donner ta haine là-dessus. Et les gens, ils sont. Bah, voilà. C'est de la bienveillance qu'il faut en 2026. C'est que les gens se parlent, soit se disent les choses, mais arrêtez de rester et de mettre n'importe quoi. Quand il y a des gens qui mettent des insultes sur des commentaires, et réfléchissez. Peut-être cette personne, ce jour-là, elle a dit ça parce que ceci. Ça part trop vite. Les gens s'insultent trop vite. Moi, je croyais qu'avant, on s'insultait comme ça que dans une voiture. Parce que le mec devant toi, il avance pas, c'est tout. Mais là, moi, je suis effaré par le degré de haine des gens et la vitesse à laquelle ça sort. Et après, tu m'étonnes qu'il y en a qui capitalisent là-dessus très facilement, très vite et très facilement. Parce que ils le font. Moi, je pense que même eux se disent, mais c'est pas possible. Il y a tant de gens qui... Les gens, ils sont. On a bien dit ça hier, Pascal Pro. T'as bien dit ça. Figure-toi que les gens, ils ont trouvé ça plutôt pas mal. Tu peux réessayer, mais plus fort, c'est tout. On va réinviter De Villiers. Bien sûr qu'on va le réinviter. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Oui, ce qui est magnifique, en fait, en plus avec la loi des algorithmes, c'est que c'est vraiment le système qui... C'est-à-dire que ils vont bénéficier du buzz qu'ils vont susciter auprès de gens qui vont se reconnaître dans ce qui est dit, mais ils vont aussi profiter du buzz généré par les gens qui vont s'offusquer, mais commenter en s'offusquant, partager en s'offusquant, et du coup c'est une espèce de, tu sais, de machine infernale qui se nourrit de tout et qui a plus la moindre once Bien d'âme. sûr. Ça c'est extrêmement inquiétant. Ouais, c'est extrêmement inquiétant. Globalement, il y a aussi, je suis toujours épaté par le fait que les gens aient autant d'énergie à mettre là-dedans. Moi, je trouve que détester ou haïr, ce qui est un terme encore plus fort, c'est extrêmement énergivore. Je sais pas d'où les gens tirent toute cette capacité voilà, toute cette énergie à mettre dans ces choses-là. On dirait Moi, Jordan tout ça... Bardella qui parle de Trump. Attention, je ne sais pas d'où il sort toute cette énergie. Ah oui, mais t'as raison. Je vais être... En plus, on va m'accuser de plagiat. Non, mais tu sais, je me faisais cette réflexion cette semaine, Pierre Armand, parce que je réfléchissais à tout ça quand on préparait l'émission. Et en fait, je pense sincèrement que moi, j'ai pas d'ennemis, en fait. Je suis l'ennemi de certaines idées, mais des personnes que je pourrais considérer comme des ennemis, je comprends pas ce besoin maladif de beaucoup de gens de se créer des ennemis. Je trouve... En fait, je pourrais trouver ça triste si c'était pas aussi dramatique, parce qu'au bout du compte, j'ai envie de leur dire que ça soit les misogynes, les xénophobes, les antisémites, les islamophobes, tous, j'ai envie de leur dire, mais trouvez le moyen de vous payer des séances de psy ou de parler à quelqu'un qui peut vous aider, quoi. Trouvez le moyen de commencer à vous aimer un peu vous-même, au lieu de détester tout le monde. Alors là, bien sûr, vous pouvez m'accuser de bien-pensance, tout ce que vous voulez, quoi. Mais on peut pas m'enlever de l'idée que ça commence quand même par là, quoi. Que sinon, tu t'es pas là à pointer du doigt quelqu'un d'autre, a fortiori quand c'est quelqu'un qui a moins que toi, en te disant tous mes problèmes viennent de cette personne qui est plus discriminée que moi, qui est probablement plus pauvre que moi, mais c'est à cause de lui si ma vie est dans cet état-là. Bref, je suis désolé, j'ai donné une teinte hyper sombre à ce podcast, Pierre Armand, alors qu'on était là sur les vœux de bonne année, là. Mais c'est très bien. C'est un très vœu bien. qui, j'espère, saura se réaliser. Pour mettre un peu de lumière là-dedans. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais, que tu souhaitais particulièrement pour Bien 2026 sûr, avant de culture. Ouais. Qu'on continue Ouais. culture, qu'on fasse de bonnes choses, qu'on passe du temps ensemble et surtout qu'on arrive à se voir un petit peu plus, à vous rencontrer peut-être. On souhaitait se faire une grande rencontre
peut-être en lieu, comment dirais-je, neutre, peut-être pour pouvoir aller à votre rencontre à vous, puisque vous nous donnez beaucoup de force chaque semaine. C'est souvent les mêmes gens qui reviennent, qui nous envoient des messages super sympas, toujours avec des recommandations et tout. Et pourquoi pas enfin se rencontrer, passer ensemble. Parce que la première chose que vous nous dites, c'est j'ai l'impression qu'on se voit tout le temps, qu'on est comme des potes et tout. Et c'est vrai que c'est l'avantage d'une communauté. Donc je souhaiterais que l'on puisse rencontrer tous ces gens, Théo. Eh ben, Et qu'on se voit à pareil, nous, parce bon, qu'on se voit jamais. Donc. bah oui, c'est exactement. Mais pour tout vous dire, vraiment, voilà, on vous dévoile un petit peu ce qui se passe en coulisses. On a pour objectif ou comme projet d'organiser un enregistrement de podcast en live dans lequel on puisse accueillir des gens qui voudraient assister à l'émission, discuter avant, discuter après. Alors, à la base, au début, on voulait faire ça en 2025 pour fêter les 20 ans de Rivers. Avec tous les projets qu'on avait en cours, on n'a pas trouvé ni le temps ni l'énergie, parce que comme vous le savez, on est une toute petite équipe pour mettre ça au point. On va essayer malgré tout de mettre ça en place en 2026. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous brancherait tout simplement d'assister à l'enregistrement d'un podcast en live avec un temps d'échange bien sûr avec vous, parce que ça nous aiderait aussi à se rendre compte de savoir s'il y a une envie, une attente pour ça. Ça se trouve, les gens, ils en ont rien à faire. Hein. Puis, ils préfèrent nous écouter dans leur voiture ou chez eux, ce que je trouverais tout à fait légitime. Donc voilà, on va essayer en tout cas de se pencher sur ce projet-là et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, vous. On attend avec impatience. Et si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine de nous dire c'est nul. Ça va nous faire de la peine. On a dit qu'il fallait se dire les choses, puis apparemment, faut Oui, qu'on c'est puisse se vrai. dire les choses dures Oui, aussi. Allez, on va allez, faut attendre qu'on un montre peu. l'exemple. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec nos... Avant qu'on passe sur nos rubriques, peut-être quand même, pour clôturer 2025, on a beaucoup parlé de musique dans Hoop Culture. C'est une des raisons pour lesquelles, quand on a lancé l'émission, je savais que tous les deux, ça le ferait, parce que au-delà de notre amour pour le basket, on est amoureux de musique. Donc je voulais quand même te demander un petit peu, on l'avait fait l'an dernier, à la fois ton album de l'année et si tu avais une chanson de l'année 2025. Voilà, musicalement, deux choses auxquelles tu repenseras quand tu repenseras à cette année 2025. Alors, l'album, on en a parlé, c'est l'album de The Milk, Borderlands, Ouais. que j'ai adoré, une soul cinématique. Vraiment, c'est doit être l'album que j'ai le plus écouté cette année. J'ai vraiment kiffé ce disque. Malheureusement, je l'ai commandé en vinyle en octobre et je l'ai toujours pas reçu. Merci l'Angleterre. C'est un délire maintenant de commander des disques en Angleterre. C'est terrible. Donc, j'ai toujours pas reçu. Donc, j'espère que je l'aurai peut-être pour 2026. C'est un de mes vœux, recevoir mon disque de The Milk, mon vinyle de The Milk. Et comme track de l'année, j'en ai tellement joué dans l'émission de radio que c'était dur à voir. Donc, petit Frenchie, Jon Onge, on en avait parlé quand on avait reçu Wax, qui a sorti son album Tekibama, que j'aime beaucoup ce disque, beaucoup écouté, et le morceau Sometimes, voilà, qui synthétise pas mal tout ce que j'aime. Un petit peu soul, un petit peu électro, très groove, dans le tempo, voilà. J'ai adoré ça. Ok, bah top. Bah écoute, moi, sans surprise, je vais commencer par mon album de l'année, mais tu sais lequel c'est, hein, j'en ai tellement parlé cette année, mais je pouvais pas ne pas le remontrer une dernière fois. L'album Monsieur Julien de Flint, qui m'a réconcilié avec le rap français, alors que voilà, je pensais plus jamais remettre le doigt dedans. Ça reste vraiment l'album, je pense que j'ai le plus écouté, 10 titres, efficace comme jamais. Je serais curieux de voir comment il va vieillir. Moi, je parierais sur le fait qu'il va très très bien vieillir, ce disque. Donc je me permets de remettre un petit coup de boost. Et pour mon morceau de l'année, je pense que ce ne sera pas une surprise pour toi non plus, Pierre Armand. C'est tout simplement le morceau Mobb Deep Against the World de Mobb Deep, voilà, que j'ai écouté à fond toute l'année. Est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine pour débuter 2026 comme il se doit? Oui, j'ai un coup de cœur. J'ai vu un documentaire sur Amazon Prime sur Diana Taurasi. Ah, tu l'as vu? Ouais. Ok, bon, bah, Est-ce que très tu bien. l'as vu aussi? Pardon. Non, je l'ai pas encore vu, mais ma fille me tanne pour qu'on le regarde ensemble, donc je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal. Évidemment, j'avais un gouffre culturel. Je ne savais rien de Diana Taurasi, à part du fait que c'était une grande joueuse de basketball, évidemment, et multimédaillée d'or olympique, etc. Mais je connaissais pas du tout le versant Euroleague, par exemple, Mm. le versant russe. Il y a énormément de temps passé sur la personnalité du président du Tu Spartak, m'étonnes. Chaptaï. Donc, voilà. Tu me diras ce que tu en penses, mais c'est vrai que le côté
Nous, on posait pas de questions, on savait pas ce qu'il faisait, etc. Alors qu'il s'est fait assassiner, mais qu'en même temps, le gars, c'est quand même une anecdote, je vous spoil pas, mais à un moment, elle raconte ils partent à Paris et que lui file, il sort de son sac une liasse de 15 000 euros et il lui file, il dit tiens, bonne soirée, amuse-toi bien. Elle sort, elle va en boîte et tout, elle perd les sous, elle perd l'argent. Et le lendemain, elle arrive, elle dit je suis désolé, j'ai perdu l'argent. Il dit mais c'est pas grave, tiens, il lui ressort 15 000 balles. On se pose pas de questions. Je me suis, moi, on m'a dit, je me pose pas de questions. Je sais pas, moi, il est entrepreneur, il est entrepreneur. Bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc, ça a arrangé bien tout le monde. Mm. Mais voilà, c'est assez passionnant. J'ai découvert, je connaissais pas le côté tête de nœud de Diana Taurasi. Je connaissais pas de ce personnage. Déjà, bon, de toute façon, elle ressemble fortement à Zlatan Ibrahimovic, donc déjà, ça me faisait marrer. Mais je connaissais pas ce côté vraiment tête à claque, quoi. C'est-à-dire, dans le sens, sur un terrain, tu as envie de. Enfin, c'est ton pire ennemi, quoi. C'est Dylan Brooks avant Dylan Brooks, tu vois. Bon, avec un autre talent, hein. Il y a Mais un côté Kobe, quoi, chez elle. il y a un personnage super drôle. Elle est Mm. brillante, ça se voit hein, quand elle parle. Et puis, il y a Sue Bird qui parle beaucoup aussi. Sa compagne également. Voilà. Il n'y a pas trop d'intervenants dans tous les sens. J'ai trouvé génial le fait que, pour une fois, et merci beaucoup, on n'a pas fait intervenir d'hommes, tu vois. Mm. C'est un truc, il y a des avis de journalistes, ce sont des journalistes femmes également. Pas besoin de savoir ce que Dwayne Wade il pense de. On s'en fout. Voilà, très bien, parfait. Donc, c'est vachement bien foutu. On a toute la période Yukon, toute la période d'avant, les parents qui étaient partis en Argentine. Bon, c'est assez passionnant. Moi, ça m'a permis de découvrir un personnage que je connaissais pas. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc, allez regarder. Et puis, c'est ultra bien documenté. Alors, pour le coup, il y a des images dans tous les sens qui se finissent à Paris, où on voit sa déception de ne pas avoir joué Ouais, la euh, finale. la, la finale. Et elle est sans langue de bois, Diana Taurasi. Donc, elle dit, genre, on s'est fait mais exploser la gueule. Limite, je sais pas comment on a gagné. Et on voit à la fois sa déception, mais le fait d'être contente malgré tout de ce travail d'équipe. Donc c'est toujours intéressant de voir ces personnages, ces monstres d'ego et d'individualisme qui finalement sont toujours au service de l'équipe avec des... Ouais, il y a des moments un peu troubles, des histoires de dopage, des histoires de conduite en état d'ivresse, cette histoire en Russie, des problèmes en Turquie aussi. Donc voilà, c'est intéressant. C'est des parcours de vie qui sont beaucoup plus sinueux que surtout. Et puis il y a le côté athlète féminin avec ce que ça engendre au niveau de ce qu'elle gagnait comme argent fou en Russie et zéro aux États-Unis. Donc avec cette réflexion-là, c'est passionnant. Diana Taurasi, allez-y. Ouais, je vous encourage aussi à aller jeter un coup d'œil tout simplement sur la page Wikipédia de Diana Taurasi ou de Sue Bird. Ça a aucun sens. Aucun Vous sens. regardez palmarès, ça a aucun sens. Il y Zéro. a WNBA, Euroleague, Coupe de Russie, Championnat de Russie, tous les titres gagnés Universitaire. avec Yukon. Exactement, ça donne le tournis et je pense vraiment que la plupart des observateurs mesurent pas le palmarès de ces deux joueuses notamment. D'autres bien sûr, mais elle en premier lieu, c'est Et c'est encore incroyable. plus admirable de continuer. Il y a même un Mm. parallèle avec Kathleen Clark qui est fait, donc c'est passionnant. C'est vraiment tout est abordé. Tout est abordé. Donc c'est un personnage enfin, oui, un peu clivant dans ce milieu-là, très lisse, Mm. d'une ligue qui a pas encore fait, qui est encore à l'état de démarrage, en tout cas au niveau public. Hein, c'est-à-dire, la WNBA explose en ce moment, mais du coup, elle fait le pont entre les deux, entre une WNBA un peu dans l'ombre, voire totalement dans l'ombre, et le reste. Donc c'est passionnant, ouais, c'est des personnages importants, mais une fois encore, on s'en rendra compte plus tard, malheureusement. Ouais, Mais c'est à je vais voir. aller regarder. Hum, Pardon? c'est à voir, ouais. Et puis ta fille qui Ouais. rêve de Yukon, elle va kiffer. Ouais, ouais, je vais aller regarder ça direct. Moi, écoute, je vais rester. Tout à l'heure, je te parlais du morceau de Mobb Deep. Pour mon coup de cœur, c'est quand même un petit coup dans le rétro sur 2025. C'est le run du label Massapil avec la Ah sortie ouais. de cette série intitulée Legends Has It, avec les albums dans l'ordre de donc Slick Rick, Raekwon, Ghostface Killer, Big L, De La Soul, Nas. C'est incroyable.
Ce run, il est incroyable. Je mets au défi n'importe quel label de faire aussi bien dans une même année. Voilà, tout le monde a peut-être pas aimé tous les albums de la même manière. Moi, j'ai trouvé globalement que le niveau était excellent. Il y en a certains que j'ai aimé plus que d'autres, mais j'ai trouvé phénoménal ce run pour un même label, avoir sorti autant d'albums de qualité de suite. Pour rappel, je leur dis, mais c'est le label voilà, dont Nas est pas co-créateur, mais copropriétaire en tout cas. Je trouve incroyable et je trouve que c'est bien, ça montre à quel point aussi voilà, le hip-hop, mais le rap a bougé au fur et à mesure des années. Pendant tellement longtemps, c'était une musique jeune qu'il y avait cet adage de dire bah oui, mais c'est de la musique qui doit être faite par des jeunes pour des jeunes. Là, il y a des adultes, des moins jeunes, des vieux qui font de la musique, et pas que pour des vieux, avec un niveau toujours aussi intéressant. Donc voilà, moi j'ai trouvé incroyable tout le run de Mass Appeal sur toutes ces sorties. Tu as tout dit, je suis pas bien d'accord. Est-ce que tu as une relique pour lancer l'année ? Alors une relique, c'est une réédition de relique qui sera une relique dans 10 ans, hein, peut-être. Jordan 12 Taxi. Qui est ressorti là il y a quelques semaines. J'ai été surpris de voir que ça n'avait pas tant marché que ça. Tant mieux, ça m'a permis de mettre la main dessus. Le modèle porté par Jordan au début de la saison 96-97, voilà, c'est un modèle que j'ai toujours beaucoup aimé, qui ressemble un peu, j'en conviens, à la chaussure de Picsou. Mais moi j'adore ça. Je la trouve plutôt cool. Elle est très confortable et ça, c'est le coloris taxi avec le jaune ici. Et pour la petite histoire, j'étais allé à Chicago à cette époque-là et j'étais allé au Nike Town. À l'époque, c'était Nike Town de Chicago et il y avait plus ma taille et le gars m'a dit il reste du 42,5. Et j'avais pris du 42,5 et ça fait un grand pied quand même la Jordan 12 et avec donc moi qui fais du 39-40, j'avais un 42,5. Je vous laisse imaginer comme j'avais l'air d'un con. Avec ça, c'était genre si je mettais un coup de pied à quelqu'un, la chaussure elle partait dans le fossé. Elle quittait mon pied et c'était ciao. Donc voilà, donc c'était. Mais elle venait de Chicago au moment où c'était sorti. Voilà, donc j'ai toujours une paire de 12 taxis avec moi parce que elle me rappelle de très très bons souvenirs. Souvenirs de grand froid. De grand froid, oui, j'imagine. Comme on connaît à Chicago, effectivement. Ça peut être assez terrible. Écoute, moi pour ma relique, c'est une relique vraiment super, très personnelle. Voilà, je te montre ces 3 cassettes où tu vois, c'est des cassettes qui ont été copiées. Il y a un album d'Eric B. Rakim, un album de Showbiz Energy et un album de Public Enemy avec les titres marqués de manière manuscrite avec un style voilà, en tag en gros. Tout ça pourquoi ? Parce que ces cassettes, elles m'ont été données. Elles ont été faites, elles m'ont été données par un ami qui a été extrêmement important pour moi. Tu sais, dans l'épisode qu'on avait fait avec Guillaume, on avait parlé de ces passeurs de passion, ces gens qui parfois peuvent jouer un rôle d'accélérateur. Et moi, j'ai eu la grande chance de rencontrer un pote qui s'appelle Olivier, qui était le grand frère d'une de mes camarades de classe, Catherine, qui est l'une de mes meilleures amies à ce jour, une tendre amie à qui je passe le bonjour. Malheureusement, cet ami Olivier est parti cette année et en fait, voilà, si j'ai l'opportunité de connaître autant de choses sur le rap notamment, c'est grandement grâce à lui. Ce mec-là, ça a été mon cheat code. C'est-à-dire que j'ai découvert ce gars qui avait tous les disques possibles et imaginables de rap américain à un moment où moi je mettais le pied dedans, donc il m'a permis d'avoir accès à des choses auxquelles j'aurais jamais eu accès par ailleurs. Au-delà de ça, donc on était au lycée, moi j'étais en seconde, il devait avoir 2 ans de plus que moi, je le voyais lire des livres en anglais, je me disais mais comment on peut lire des livres en anglais même si on n'a pas le niveau. C'est par lui que j'ai découvert The Source, c'est par lui que j'ai découvert des librairies américaines à Paris, dans lesquelles ensuite je suis allé acheter des slams plus tard. Bref, il a été pour moi vraiment un accélérateur de particules en ce qui concerne la culture hip-hop en particulier, mais pas uniquement. Ça a été une vraie grande source d'inspiration. Après, tu sais comment c'est, apparemment par les hasards de la vie, on se perd un petit peu de vue, on se voit plus autant qu'avant. Nos chemins nos vies prennent des chemins différents, pardon. Mais voilà, je voulais lui passer un salut. Et je vais finir sur cette chose. Je vais me permettre. L'une des choses, malgré tout, tout au-delà de la tristesse d'avoir perdu cette personne, la dernière fois que je l'ai vu,
j'ai eu l'opportunité de lui dire ce que je viens de te dire, Pierre Armand, à quel point il avait compté pour moi. Et je suis ravi d'avoir pu le faire, pas simplement égoïstement pour moi, mais parce que j'ai vu que ça l'avait touché, parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on lui avait pas dit, même si je suis sûr qu'il a dû inspirer d'autres personnes autres que moi. Et je vais finir par cette évidence. C'est pas un conseil du tout, c'est un partage d'expérience. C'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de faire des choses comme ça, c'est-à-dire dire à des gens pourquoi ils avaient été importants pour moi, ce qu'ils avaient pu représenter à mes yeux, j'ai jamais eu à le regretter. Et tout à l'heure, on en parlait, on disait le fait qu'il fallait renouer le dialogue, se dire des choses. Voilà, c'est une chose, je pense, qui est en tout cas pour moi, à mon humble niveau, je suis pas du tout un donneur de leçons de vie, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé important et que j'ai trouvé bénéfique. Donc voilà, je passe le salut à mon pote Olivier. J'ai remis un morceau, comme je le disais, et j'ai envoyé à Catherine un morceau de Mastaïs, c'est lui qui m'avait fait découvrir Mastaïs notamment. Ça m'a ramené plein de souvenirs. Je me suis retrouvé dans mon lycée avec mes potes et puis à découvrir tout un nouveau monde que j'imaginais pas. Donc voilà, ça sera c'est ma relique et je suis ravi d'avoir conservé comme une espèce d'archiviste maladif que je suis, d'avoir gardé ces cassettes. Je les ai ressorties. Je suis en train de dépoussiérer mon poste pour les réécouter et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Magnifique. En tout cas, on espère. Déjà, j'espère pas avoir trop plombé l'ambiance parce que j'ai dit tout ça avec beaucoup de sourire dans les yeux et beaucoup de sourire dans le cœur. C'est surtout des bons souvenirs que ça m'a rappelé. Pour cette année 2026, comme on le disait tout à l'heure, Pierre Armand, ce sera pas simple, mais on vous souhaite plein de bonnes choses. Nous, en tout cas, on va pas vous lâcher. Hein, tant que ça vous intéresse de nous écouter, nous, on prend trop de plaisir à faire cette émission. Donc, des Hoop Culture, il y en aura plein. Je suis ravi de les faire avec toi, Pierre Armand. Je te le redis à nouveau. Et voilà, je nous souhaite aussi plein de bonnes choses, mais je m'en fais pas pour nous. Et vous inquiétez pas, on vous lâchera jamais, on est toujours là. Et que ce soit sur Basket Session, sur les MOOC Rivers, on va vous accompagner tout 2026, on l'espère, pendant encore plus longtemps. Mais en tout cas, dès que vous regardez au-dessus de votre épaule, vous voyez, ou vous, soit moi-même, soit Théo, en train de vous faire un petit clin d'œil et de bien rigoler. Donc, soyez bien avec nous tout au long de l'année. On vous embrasse encore une fois, plein de bonnes choses. Et à la semaine prochaine, Théo. Ouais, absolument. Ciao à tous.